Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans cette édition, nous reviendrons tout d'abord sur l'actualité politique avec les candidats à la présidence de la région des Pays de la Loire qui étaient en meeting hier soir à Chemillé et à Nantes. Nous consacrerons par ailleurs dans ce journal une large place à l'information sportive avec notamment le retour de Jean-Daniel Padovani dans les buts d'Angesco et l'union qui se profile à l'horizon entre les clubs de basket de Saint-Léonard et de l'ABC. Enfin, nous conclurons notre JT en compagnie de notre invitée Christelle Tardy, la déléguée départementale de l'association Action contre la faim. Dimanche, vous le savez, les électeurs sont appelés à se rendre dans les bureaux de vote pour le second tour des élections régionales. En Pays de la Loire, ce second tour opposera le socialiste Jacques Oxiette, le président sortant, à son challenger, l'UMP Christophe Béchu. Les deux hommes étaient hier soir en meeting, commentaire signé Charlotte Blanchet. Des drapeaux vendéens à Chemillé, en plein cœur du Maine-et-Loire, il fallait bien un meeting des élections régionales pour voir ça. Inattendu, comme la présence de Roselyne Bachelot, la ministre UMP de la Santé et des Sports, venue aider Christophe Béchu après un résultat décevant pour la droite au premier tour des élections. Sur scène, la ministre attaque ce que Christophe Béchu a qualifié de tambouille, la nouvelle alliance entre PS et Europe Écologie. Nos concitoyens ne sont la propriété d'aucun parti, n'en déplaise à une gauche avide de tractation qui abdique bien vite ses convictions au profit de sièges d'élus. On ne peut pas laisser la région des Pays de la Loire dans les mains de ceux qui veulent n'en faire qu'un contre-pouvoir à l'État et qui ne se préoccupent pas du quotidien de nos concitoyens. Pendant ce temps-là, à Nantes, meeting de Jacques Oxiette en rose, rouge et vert. Lui aussi bénéficie de soutien de poids. Martine Aubry, Dominique Voynet qui mettent en avant l'union. La gauche n'est jamais aussi belle que quand elle est rassemblée. Je crois que c'est ainsi que nous réussirons à construire ce modèle de société qui tourne le dos, effectivement, à ceux qui pensent que tout se joue dans le court terme, à ceux qui pensent qu'il faut laisser le marché produire tout et n'importe quoi et distribuer les richesses en sachant parfaitement les inégalités qu'elles... C'était hier le dernier meeting de la liste La gauche et l'écologie en action avant le second tour des régionales dimanche prochain. Il avait déjà été condamné à 18 années de réclusion pour des faits similaires à Angers en juillet 2005. Hier soir, le principal accusé d'une affaire de pédophilie qui était jugé à Laval a écopé de 7 années ferme. Ce dernier comparaissait en compagnie de plusieurs autres personnes pour des viols commis en réunion sur des victimes qui avaient entre 1 et 6 ans au moment des faits. Justice toujours avec une fusillade qui s'était déroulée dans le quartier de la Roseraie à Angers en mars 2008. Les avocats des deux jeunes, soupçonnés d'être les auteurs des faits, demandent à ce que cette affaire soit jugée rapidement puisque leurs clients sont incarcérés depuis maintenant 2 ans. Selon la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Angers qui s'est opposée à une demande de remise en liberté, ce procès ne devrait cependant pas se dérouler avant plusieurs mois. Nous poursuivons ce journal avec une page consacrée à l'actualité sportive particulièrement copieuse avec tout d'abord cette information qui concerne les footballeurs d'Angesco. Ce matin, lors de l'enregistrement de l'émission Foot Foot présentée par Thierry Lardeux, Olivier Piqueux, le manager général scoïste, a en effet annoncé que la saison de Kevin Olympa, le gardien de but du club, était d'ores et déjà terminée en raison d'une blessure assez sérieuse au genou. Du coup, Jean-Daniel Padovani va redevenir le gardien titulaire d'Angesco pour les 10 dernières journées de championnat qui restent à disputer. Je vous propose de découvrir l'extrait de l'émission Foot Foot où Olivier Piqueux évoque la blessure de Kevin Olympa. Il a des problèmes au genou depuis un petit bout de temps et là on s'aperçoit qu'il va rentrer à Bordeaux. Il a un problème au cartilage de stade 3, donc voilà ce qu'a constaté notre staff médical. Donc saison terminée. Saison qui risque d'être compromis d'ici à la fin. Ouais. Ça risque difficile pour lui. Donc il retourne à Bordeaux, il va y avoir une nouvelle analyse qui va être faite par le staff médical là-bas. Et après on prendra la décision s'il doit se faire opérer ou suivre un traitement. Mais bon, il ne jouera pas. Il ne jouera plus avec le SCO jusqu'à la fin de la saison. Donc on risque de ne plus revoir Kevin Olympa. C'était sans doute son dernier match sous les couleurs d'Angesco, puisqu'on sait que logiquement il devrait retourner au Girondins de Bordeaux. Moins d'un miracle, on a vu d'autres miracles. La médecine a été capable de faire d'autres miracles. Mais bon, c'est vrai que sur le constat médical aujourd'hui, la situation est compliquée.
Ce sont des scores qui vont faire pâlir d'envie les candidats aux élections régionales. Hier soir, les sociétaires des clubs de basket de Saint-Léonard et de l'ABC ont en effet voté respectivement à 68% et à 100% en faveur d'une union pour la création d'un club de haut niveau à Angers. Ce vote intervient après près de 10 mois de discussion entre les différents partenaires impliqués sur ce projet, comme nous le rappelle Nicolas Didel. Oui, à l'unanimité. Les 125 votants de l'ABC se sont donc prononcés en faveur d'une union avec l'Étoile d'Or Saint-Léonard. Épilogue de plusieurs mois d'incompréhension entre les deux clubs et satisfaction de voir un horizon se dessiner. Car dans le même temps, les Saint-Léonards ont voté à 68% pour cette union. Concrètement, les deux clubs vont conserver chacun leur structure amateur qui fait vivre la formation et la vie associative. Parallèlement, ils vont mettre en place une structure professionnelle commune. Reste maintenant à déposer un dossier administratif d'ici le 10 avril et surtout à imaginer la suite. Une équipe à construire, des hommes et des femmes à trouver qui veulent entrer dans ce conseil d'administration, des prises de décision sur le nom de cette union, les couleurs, le président, le coach, voilà, donc plein de choses à faire en un temps assez court. Le travail commence. Alexandre Pietrini est d'ores et déjà candidat à la présidence. Patrick Gauthier, le président de l'ABC, ne souhaitant pas postuler. Et hier soir toujours, les Ducs d'Angers ont logiquement remporté à domicile sur le score sans appel de 5-0 leur second match de la série des playoffs qui les oppose aux Pingouins de Morzine en Ligue Magnus. Désormais, les Angevins ne sont plus qu'à une petite victoire d'une place en demi-finale. Ils tenteront d'ailleurs de décrocher leur billet pour le tour suivant dès demain soir en Haute-Savoie. Mais vous allez voir Kai Kilaimel, entraîneur des Ducs d'Angers, qu'a rencontré pour nous Olivier Molia à l'issue de la rencontre, se montre cependant prudent. Bon, bien sûr, on a un petit avantage maintenant. C'est vrai que nous avons réussi à faire, jouer aussi physiquement très fort et peut-être on a un petit avantage, mais chaque match est différent et chaque match a son histoire aussi. Alors maintenant, il faut juste rester concentré pour le prochain match et oublier qu'est-ce qui s'est passé dans les deux premières. Enfin, pour conclure ce chapitre sportif copieux, à noter que l'Américain Lance Armstrong, vainqueur à 7 reprises du Tour de France et qui fait son grand retour cette saison, participera au circuit Sarthe-Pays de la Loire qui se déroulera du 6 au 9 avril prochain. Cette épreuve passera par Angers le 7 avril avec l'arrivée d'une étape en ligne le matin et un contre-la-montre dans l'après-midi. Nous allons maintenant conclure cette édition en compagnie de Christelle Tardy, la déléguée départementale de l'association Action contre la faim. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur notre plateau. Alors, l'explication de votre présence dans notre studio, elle est toute simple. Elle concerne une action que vous avez menée, C'était en milieu de journée au Jardin du Mail. Je voudrais que vous nous en disiez quelques mots et on va la découvrir en images. Voilà, donc c'était à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. C'est une journée qui a été instaurée par l'ONU il y a déjà quelques années, puisque c'était 92. Et cette année, l'action coup de poing, c'est sur l'assainissement. Donc on a voulu un peu marquer le coup en faisant la queue devant les toilettes, sachant que le 22 sera la date précise où 42 pays vont tous autant faire la queue devant les toilettes. Donc, alors, voilà. Il y avait une volonté de votre part de faire sourire, entre guillemets. Vous ne voulez pas être des moralisateurs, même s'il s'agit, et on va l'expliquer à nos téléspectateurs, d'une cause importante, même essentielle. Oui, c'est une cause essentielle, puisque sans eau potable et sans assainissement, sans toilette, les gens vont tomber malades, les gens vont être malnutris, donc ne plus aller à l'école, éventuellement moins travailler, et faire baisser les capacités économiques de leur pays, donc entretenir la pauvreté. Alors, on va donner un chiffre, qui est quand même un chiffre extrêmement significatif et qui fait bien comprendre l'enjeu des actions que vous menez. 2,5 milliards de personnes sont en danger parce qu'elles n'ont pas accès à l'eau potable. C'est énorme, c'est le tiers de la population, c'est ça? C'est un peu plus du tiers de la population mondiale, donc ça veut dire que c'est 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des toilettes décentes. Donc éventuellement, qui peuvent avoir une toilette, par exemple, pour 500 personnes, voire plus. Ça entraîne aussi 1 milliard de ces 2,5 milliards qui vont déféquer derrière la maison, dans le champ d'à côté, éventuellement partout où ils peuvent trouver un endroit où ils sont à peu près en sécurité et pas trop vus.
Bon. Il faut préciser que de nombreux pays se sont associés à cette opération, y compris des pays qui sont confrontés directement à ces problématiques. Alors on va prendre l'exemple concret de l'Inde, par exemple. Voilà, par exemple l'Inde, qui est un des pays où malheureusement la malnutrition et le problème de l'eau est le plus important. Bon, il y a aussi le Bangladesh, il va y avoir le Rwanda, voilà, des pays qui sont vraiment en difficulté par rapport à l'assainissement et l'accès à l'eau potable. À côté de ça, il y a les États-Unis, il y a le Canada, l'Angleterre, la France. Voilà. Et la France. Et les Angevins, bien évidemment, puisqu'ils étaient appelés à se mobiliser ce midi au Jardin du Mail. Ça, c'est pour le constat. Comment peut-on faire changer les choses, évoluer les choses? Alors ça, c'est un début déjà, puisque c'est... D'abord une prise de conscience. Une prise de conscience. La journée mondiale de l'eau, là, c'est vraiment un moment où on a besoin de faire ça, de faire que les gens des Angevins ou la population mondiale, de toute façon, se rendent compte qu'il y a ce souci-là. Et puis aussi de faire en sorte que les grands décideurs mondiaux fassent quelque chose. Alors, il se trouve que dans un mois, il y a donc une grosse réunion avec des décideurs mondiaux qui est organisée par l'UNICEF, qui va se mettre en place à Washington. Et donc, on a besoin de personnes qui se mobilisent et de personnes qui signent des pétitions de manière à ce que, en arrivant là-bas, ils n'aient pas l'impression de faire juste une réunion en plus, mais vraiment une réunion avec des gens derrière qui les poussent à faire quelque chose pour que cela change. Et qu'ils aient bien à l'esprit qu'il y a une prise en compte du grand public. Alors, vous parliez de pétition, on va faire apparaître et on va poursuivre notre discussion sur notre écran le site internet de l'association Action contre la faim, sur laquelle on peut effectivement apposer sa signature. Il faut également préciser qu'avec les changements climatiques que nous connaissons, certains pays sont confrontés à la disparition de leur nappe phréatique, par exemple, ce qui fait que leurs difficultés s'accroissent. Voilà, leurs difficultés s'accroissent. Alors, il y a les nappes phréatiques qui disparaissent, ou en tout cas qui diminuent fortement. Il y a celles qui se polluent. Il y a aussi ces pays qui sont agressés par des trompes d'eau qu'on ne peut pas retenir pour garder, pour rendre potable. Il y a toutes ces catastrophes naturelles qu'on voit et qui rendent de toute façon l'accès à l'eau potable très difficile et l'accès à des toilettes décentes et surtout qui sont réelles aussi très difficile. Bon, en tout cas, vous avez mené en milieu de journée une action qui a peut-être fait sourire quand on passait devant le Jardin du Mail, mais ce qu'on a bien compris avec vos propos, c'est qu'il s'agissait de quelque chose d'essentiel. Et je vous remercie d'avoir été notre invité. Si je peux me permettre quand même. Rapidement, très rapidement. C'est 5000 enfants qui décèdent par jour à cause des problèmes d'assainissement. Merci de nous avoir donné tous ces éléments. Christelle Tardy, je rappelle que vous êtes la déléguée départementale de l'association Action contre la faim dans notre département. C'est la fin de ce JT. On se retrouve, si vous le voulez bien, demain pour de nouvelles infos.